Un morceau qui a fait, le mec qui parle même plus français. Dans l'époque actuelle. Oui, c'est pas faux. Bah, tu vois, tu serais pas mauvais en youtubeur, tiktoker. Oui, tu oui, leur prêtes pas wesh, français. oui. Wesh. Wesh, Frère. bâtard. Frère. Ouais, frère. Bonjour, Philippe Jean-Louis. Donc, je vous présente D'Anarchie, 43 ans, directeur associé chez ASG Courtage et courtier en prêt immobilier depuis 19 ans et dans mon 20e exercice depuis septembre. Voilà. Et donc, moi, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier à Paris, dans le 16e en particulier. Tout pareil de façon générale et depuis quelques mois au Rayol Canadel. Donc, vous voyez parfois des décors de nature et de mer avec mes vidéos. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de se lancer un petit peu, non pas faire le café de l'immobilier, mais c'est un peu ça, c'est le petit déjeuner de l'immobilier. Il n'y a pas de croissant, c'est pas bien grave. Moi, j'ai l'impression qu'on passe dans une zone de turbulence qui est quand même que l'on n'a pas connue. Alors, on va faire les malins depuis 1962. On n'a plus de gouvernement. Il n'y a plus personne aux commandes. Tout ce qui était vrai il y a quelques semaines, quelques mois, est-ce que ça va être remis à zéro? Bon, est-ce qu'on va enfin évoluer sur le diagnostic de performance énergétique? Est-ce qu'on va enfin pouvoir gérer les problématiques de squat facilement? Est-ce qu'on va arrêter de les protéger? Est-ce qu'on va finalement protéger les propriétaires qui sont quand même la motrice du marché immobilier? Parce que si on n'a pas d'investisseurs, il n'y a pas de logement. Ou alors l'investisseur, ça s'appelle l'État. Et à ce moment-là, on appelle ça des HLM. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Mais, étant donné que tu es un spécialiste des courtiers et qu'en ce moment, plus personne ne sait à quel sein se vouer, au niveau du courtage, au niveau des crédits, est-ce que tu peux nous en parler? Puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'année, qu'on a eu tous les spécialistes de boules en cristal pour nous dire tout et son contraire. Et donc, je voudrais l'avis du spécialiste que je connais depuis près de 20 ans. 20 ans. 19 ans de courtage, ça fait 20 ans, à peu près. Cette année 2024, à vrai dire, elle se morcelle en plusieurs étapes. À la fin de 2023, les taux commencent à baisser. Pour un petit rappel, il y a un an, novembre 2023, le taux moyen sur 25 ans est de 4,57. Les ménages empruntent en tant que particuliers, avec quelques petites variations de 0,20 à la hausse ou à la baisse, aux alentours de 4,57. Un an après, le même emprunteur bénéficie d'un taux d'environ 3,30. Donc les taux ont perdu 1,27% depuis début janvier 2024. L'année 2024, dès le début de cette année 2024, a été marquée par une volonté des banques de redevenir des acteurs principaux des investisseurs, des ménages qui achètent leur résidence principale, des investisseurs qui doivent revenir sur le marché, parce qu'ils ont été bloqués l'année dernière par les normes du HCSF, donc ce Haut Comité de la stabilité financière. Donc, qui veille... Est-ce que c'est un établissement européen? Non, c'est un établissement qui dépend, alors c'est un organe qui dépend de la Banque de France et du ministère de l'économie. Et puis ils se réunissent pour prendre certaines décisions pour le bien des Français. Rien à voir avec la BCE? Rien à voir avec la BCE. Officiellement, il n'y a pas de lien. Officiellement, il n'y a pas de lien. C'est un arcane qui est complètement franco-français, étatique, enfin voilà, je veux dire, qui dépend du ministère de l'économie. En revanche, le marché se situe réellement aujourd'hui, enfin en début 2024 en tout cas, avec la volonté de faire revenir les ménages vers l'acquisition immobilière. L'État sur 2023 a perdu trop de manne dû aux frais d'enregistrement qu'ils perçoivent lors des transactions immobilières chez les notaires. Frais d'enregistrement ou frais de notaire, comme on le dit vulgairement. Vulgairement, les frais de notaire, mais il faut savoir que la commission du notaire est extrêmement faible dans ce que quand vous payez un appartement 300 000 euros, on va dire, il y a environ 20 à 21 000 euros de frais de notaire. Le notaire, je crois, il ne perçoit pas plus de 3 000 ou 3 500 pour son étude. Ça veut dire tout le reste, c'est des taxes. Et les gens l'oublient, ça. Voilà, ce sont des taxes qui vont directement dans les poches de l'État. Étant donné qu'en 2023, la volumétrie des transactions a baissé d'à peu près 40%. 40% de recettes en moins pour l'État, donc des collectivités locales qui vont perdre. Et concrètement, comment financer tout ce qui est de l'urbanisme alors qu'on n'enregistre plus cette manne entre guillemets qui venait des transactions. Deuxièmement, ce fameux HCSF, au Comité de la stabilité financière, ce sont des gens qui sont hors sol, appelons un chat, qui ne savent pas combien coûte la baguette de pain, qui ne savent même pas combien gagnent les Français. À un moment donné, ils se disent, bon les gars, il est 14h, on est un peu bourré, qu'est-ce qu'on va leur pondre? Ah bah tiens, 35% d'endettement, pourquoi pas? Bon ben allons-y. Et là encore, on voit qu'il y a un manque de logique. Un couple aujourd'hui qui en France, en revenus cumulés, si on prend les revenus moyens
de cette année, un Français en moyenne gagne 1 980 € par mois. Et c'est un Français de la classe moyenne. Donc C'est-à-dire que maintenant, il va falloir redéfinir, je pense, la classe moyenne. Alors, il va falloir redéfinir les classes tout court. Oui, les classes au cours. Et donc ça veut dire qu'un revenu moyen en France d'une classe moyenne, ça veut dire des gens qui gagnent bien leur vie en vrai, avec 2 enfants, c'est 3 800 € net par mois. Ces gens-là, s'ils achètent 300 000 € aujourd'hui, ils ont déjà 20 et quelques mille euros de taxes, donc de frais d'enregistrement du notaire, les honoraires du notaire, mais qui sont encore une fois très faibles. Et après, il y a encore ce qu'on appelle les frais des garanties d'hypothèque sur le crédit. Qui sont faibles, mais enfin, si on fait un rapide calcul, ça fait quand même 5 mois de salaire À peu près. à sortir. À peu près. Du ménage. Ouais. Du ménage, Ouais. bien sûr. Donc, à vrai dire, il faut comprendre que tout ça, ces gens-là sont extrêmement pénalisés dans l'acquisition immobilière. Deuxièmement, et chose qui est extrêmement importante là aussi, c'est que si on prend un microcosme de grandes villes, Bordeaux, Lyon, on va prendre par exemple du côté du bassin d'Arcachon, mais si on prend dans Toulouse, si on remonte et on va prendre, alors un peu moins à Rennes, où ça commence vraiment à se gentrifier, mais Lille qui a connu une explosion, mais dans le sens positif, parce que les infrastructures, plein de choses. Les couples, beaucoup de couples bobos parisiens sont partis s'expatrier là-bas, entre guillemets, mais tant bien que dans certains endroits d'Alsace, ou comme on l'a dit vers Lyon, sans parler évidemment de Paris intramuros, où les revenus sont plus élevés, et ben, ce 35%-là est presque confiscatoire. Alors qu'à Paris ou dans ces grandes villes que j'ai citées précédemment, les revenus étant un peu plus élevés, ce 35% ne fait pas sens. Parce qu'en fin de compte, le pouvoir d'achat, le train de vie des ménages qui en bénéficient sur ces grandes métropoles et grandes villes, ils ont quand même un pouvoir d'achat qui reste quand même assez confortable malgré ces 35%. Donc il y a eu une règle pour tout le monde qui aurait dû malheureusement être faite pour certains. Et pour les couples qui sont à moins de 3 800 € avec 2 enfants, ou en tout cas avec au moins un enfant, je pense que le taux d'endettement aurait dû être un peu plus bas, mais pour les protéger, il est inadmissible que des gens travaillent et que le 20 du mois, pour être propriétaire, ils puissent se poser la question de comment je vais boucler mes fins de mois. Et encore Je le ne dis 20. pas ça par démago, mais je dis ça tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a des propriétaires qui veulent tout simplement transmettre, qui veulent tout simplement acquérir en vue de leur retraite. On sait qu'à la retraite, on touche en moyenne, si on est salarié, 50 à 60% en fonction des cotisations. Si leur logement n'est pas payé, Si tu es ministre, ça va. Mais bon, c'est une caste. Il y a la classe moyenne, et puis au-dessus de tout ça, il y a une caste. Moi, j'étais pas assez intelligent pour aller faire ministre. Ouais, moi non plus. J'avais pas braqué de Enfin, manche. quoique. J'avais Oui, pas c'est braqué de ça. manche. Donc, plus sérieusement, donc voilà, déjà, ça c'est le premier point. Si on a déjà redéfini, avant ta question de tout à l'heure, Ouais. par ce laïus, comment on en arrive aujourd'hui? Et puis après l'année 2024, comment va-t-elle se passer? Une vraie relance de la part des banques, c'est-à-dire que les banques rouvrent ce qu'on appelle les vannes, mais les banques souhaitent financer. Toutes les réunions du mois de janvier et de février vont indiquer clairement, avec tous nos partenaires, qui vont de la Banque Postale, qui a une vraie mission sociale, vers des banques dites un peu plus privées comme BNP, Société Générale, LCL, en passant vers celles qui reviennent dans un marché après des restructurations en interne et qui ont une vraie volonté de capter de la clientèle, comme le CCF, qui a d'ailleurs, je pense, une belle vision de l'avenir, comme ses confrères et ses concurrents, mais qui a une vraie belle vision. Je pense que ces banques-là ont envoyé un message très fort. Nous souhaitons soutenir l'acquisition. Maintenant, elles ont été contrées par la loi de transition énergétique qui est venue mettre des bâtons dans les roues des banques en complexifiant avec ses DPE. Ça veut dire aujourd'hui, quelqu'un qui a un DPE F ou G a soit besoin de plus d'apports, soit doit avoir tout simplement un projet de rénovation. Mais ça veut dire que c'est encore un budget supplémentaire à considérer. En fait, c'est Jusqu'à fantastique quand parce et que- jusqu'où? ouais. C'est-à-dire que pour faire le bien de la société et puis de nous aider à vivre avec une écologie qui soit vertueuse, on met des bâtons dans les roues dans tout un système. Tout l'immobilier est bloqué, sauf les diagnostiqueurs qui, eux, vont être à vie. Mais à un moment donné, on va casser tous les projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bien… Mais derrière tout ça, moi je pense… J'étais tombé sur un projet de loi qui était le suivant, je ne sais pas si tu es tombé dessus, qui était que si tu n'avais pas les moyens en tant que propriétaire de faire les travaux pour rendre ton logement vertueux aux yeux d'un texte de loi, on sait qu'un texte de loi ça peut aller dans tous les sens, eh bien l'État se proposait de t'aider, de te racheter ton bien et de te transformer en locataire et faire les travaux à ta place. J'invite chaque personne à aller regarder parce Non, que je connais pas. Ah ben, Je connais pas. c'est un truc qui est dans le tuyau. Je ne connais pas.
Donc ça, c'est quand même un truc qui est assez fantastique. Et on revient sur ce que je te disais tout à l'heure, l'État devient propriétaire et fait des HLM. Donc bientôt, sur la bannière tricolore, on aura la faucille et le marteau. Oui, mais ça, à mon avis, on est déjà assis dessus. Mais c'est quand même assez fantastique, ça. Plus sérieusement, donc, alors je ne connaissais pas, et merci parce que je vais aller vérifier, je ne connaissais pas. Oui, oui, bien sûr. Faut J'invite chaque savoir personne dire, à aller visiter. Ça, c'est un lapsus. à trouver le lien. D'aller chercher le lien. Ouais. D'aller chercher le lien. Après, on va avoir un second semestre, on va avoir déjà une période estivale où les banques vont être très actives sur le marché cette année. Mais alors moi, je fais partie de ceux qui pensaient qu'une banque avait plutôt intérêt à mettre un taux d'emprunt élevé pour gagner un maximum d'argent. Non. Mais finalement, il y a un juste milieu, c'est-à-dire trop bas, ils ne gagnent peut-être pas assez, à 0,96. Non, ils gagnent de Ou l'argent. est-ce qu'ils vont gagner sur les volumes? Non, une banque, elle travaille sur de la marge. Elle travaille pas. Alors, tout d'abord, une banque, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas l'ogre qui veut dévorer le particulier. Ça, c'est une idée reçue qui est très mauvaise. En tout cas. Oui. C'est une bonne idée reçue. Il faut arrêter avec cette idée reçue. Moi, je travaille avec des particuliers auprès des banques. Je ne travaille pas pour les particuliers contre les banques et je ne travaille pas pour les banques contre des particuliers. C'est une très mauvaise idée reçue. Les banques, c'est un système de marge. Elles achètent l'argent avec un taux de base qui est fixé par un marché européen, pour faire simple. Et ensuite, elles répartissent leur marge. La marge qu'elles appliquent, ce ne sont pas des marges démesurées. Elles impliquent leurs employés, donc il faut payer ses employés, l'électricité, l'eau, comme un boulanger paierait sa farine, son électricité, l'eau, L'électricité, c'est encore un vaste débat. Non, mais ce que je veux dire par là, ça fait et pour tout le monde, même les non-initiés, ça va leur parler. C'est un exemple qu'eux-mêmes subissent, entre guillemets. Oui. Mais la banque, sa marge, elle reste à peu près la même. Quand vous empruntez à 4,50, c'est parce qu'ils ont emprunté l'argent à 4,20. Quand vous empruntez à 0,96, c'est parce qu'ils ont emprunté l'argent à 0,60 ou 0,66. Alors ça, c'est une excellente. Moi-même, je ne le savais pas. Bon. Et quand aujourd'hui on emprunte à 3,30, c'est parce qu'ils ont acheté l'argent à 3. Donc grosso modo, voilà. À côté de cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, le marché est redevenu très actif à la période estivale comme à chaque fois, parce que la loi de transition énergétique a été avalée, les banques ont su s'adapter, elles ont vraiment proposé des solutions pour les particuliers. Et en plus de ça, il y a des banques que je ne nommerai pas, mais parce que ça voudrait dire que j'enfonce d'autres. Donc je ne souhaite pas le faire, mon métier n'est pas de dénoncer, mais au contraire peut-être de faire prendre conscience à certains du travail qu'il leur reste à faire. Elles ont aidé ceux qui achetaient soit des mauvais DPE, ceux qui achetaient des très bons DPE, soit en baissant très légèrement le taux, parce que voilà, peut-être 0,10, 0,15 à la marge, mais ceux qui n'avaient pas un bon DPE, elles étaient prêtes à leur mettre à disposition un système d'expertise pour leur faire des travaux de rénovation énergétique, mais alors c'est pas le moins coûtant, c'est-à-dire au meilleur rapport qualité-prix. Ça veut dire qu'ils ont dépassé leur fonction de banquier pour vraiment apporter quelque chose. Alors une fois de plus, je ne fais pas partie d'un lobby, que les gens comprennent bien. Mon métier, c'est vraiment de mettre en relation. Mais il y a un moment, il faut remettre un cercle vertueux. Il y a un moment, il faut rétablir des vérités. Le banquier méchant, c'est pas vrai. Un banquier, c'est quelqu'un qui a une application des normes, déjà sur des normes européennes, puis revenu avec un contrat de droit français, parce que nous n'avons pas d'ingérence européenne ou autre dans le droit bancaire français. Nous sommes strictement en corrélation avec le droit bancaire français et il y a une structure européenne derrière, en effet, qui s'appelle l'harmonisation. Bon, sur certains points, mais en vrai, il n'y a personne qui vient nous dire comment on se comporte chez nous. On est maître chez soi, on est prophète dans notre pays, si je peux me permettre l'expression, le vieil adage français. Donc tout d'abord, il y a ça. Donc ce marché, d'un point de vue trimestriel de l'été, a été bon. Les Français sont revenus sur le terrain de l'acquisition. Et puis évidemment, depuis le mois de septembre, à la rentrée, nous sommes retombés un peu dans nos travers, c'est-à-dire de donner plus d'importance qu'il ne se doit aux hommes politiques. Et depuis le mois de septembre, on est un peu dans une bataille rangée, on vote pas, on votera, on votera pas. Et là, on a en revanche un second marché qui est celui des investisseurs, qui eux sont là pour se dire comment je vais faire fructifier mon patrimoine ou créer mon patrimoine d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des forces occultes, pas du tout. Il y a le petit, il n'y a pas un terme négatif dans ce que je dis, mais il y a le particulier qui veut construire et peut-être transmettre aussi. Alors transmettre, après on va pas parler des frais de succession. Mais... Alors ce n'est pas mon métier, donc je serais bien incompétent sur le sujet. Non mais c'est ça qui est intéressant dans l'immobilier, c'est que c'est un thème à tiroir. Oui. Et on se rend compte qu'on peut casser le marché immobilier avec une petite loi qui va concerner par exemple les frais de succession, ou alors une petite loi qui va concerner le DPE,
etc. Ouais, etc. bien sûr. Et on arrive à déconstruire un marché qui se portait très bien il y a quelques années. Bien sûr. Et moi, j'ai appris quelque chose, et je tiens vraiment à ce que chacun ait bien entendu ça, c'est que je ne savais pas qu'un banquier, que le taux soit à 4 ou à 0,5 ou à 0,1, ne prenait qu'une marge de 0,2, 0,3. Alors, ça Moi, je dépend, ne le mais c'est savais à peu pas. près ça. Ben, je ne savais C'est pas. grosso modo Donc, à j'ai peu appris près ça. vraiment quelque chose. Voilà. En sachant que quand ils vous prêtent l'argent, le pire c'est qu'il faut savoir qu'à vrai dire, cette marge elle est à terme, c'est-à-dire que c'est la marge qu'ils vont réaliser si vous gardez le prêt à son terme. Si vous empruntez sur 20 ans, ils n'ont réalisé 0,3 que s'ils sont allés au bout des 20 ans. Voilà. Alors après évidemment. Ça aussi, c'est une les chose qui est intérêts- importante. Bien spécifier une chose, c'est qu'on peut renégocier son taux de crédit Oui. chaque année Alors à vrai dire, il ou à faut partir que- de la première année. Non, c'est quand on veut. Par exemple, si vous signez l'acte authentique en janvier là, Oui. si vous voulez même le renégocier dans 3 mois, faites-le. Il faut D'accord. qu'il y ait un différentiel de 0,70. J'ai emprunté à 4, à 3,30, ça devient intéressant. J'emprunte à 3,30, à 2,60, ça devient intéressant. Même la police nous spécifie, attention, donc à partir de 0,70, Ça peut le commencer à delta devenir à intéressant. 0,70, Ça devient intéressant. commencez à réfléchir. Oui, mais une fois de plus, le rachat de prêt, ça nourrit des fantasmes. Le fantasme, c'est par exemple, en premier, il faut changer de banque. Non, absolument pas. Allez voir votre banquier, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Allez voir votre banquier qui vous a financé. Il a une relation privilégiée avec vous, il ne voudra pas vous voir partir, plutôt que d'aller chercher des acteurs sur le marché qui vont vous promettre monts et merveilles, qui savent manipuler les chiffres et qui vous diront non mais attendez, il faut absolument changer de banque. Parce que cet intermédiaire va ne regarder que son intérêt financier et pas le vôtre. Je vous invite sincèrement à aller voir votre banquier, à lui dire je suis prêt aujourd'hui même à aller voir un concurrent à vous. Faites-moi une offre. Pourquoi? Parce que en restant dans la même banque, on ne paye pas les pénalités dues à la sortie de la banque. Ces pénalités, vous les réamortissez sur 1 an et demi. C'est-à-dire que si vous changez de résidence principale dans les 3 ans, vous n'avez pas gagné d'argent. En dessous de 3 ans, vous avez perdu de l'argent. Mais tu sais qu'il y a une nouvelle loi, Je ne les connais pas décidément les lois. Il y a trop de lois. la résidence principale, si tu la vends dans les 5 ans, ah bah, tu vas payer une plus-value. Bon, Enfin, donc encore une fois, encore une nouvelle stratégie. Alors il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'abus de marchands de biens qui sont carrément du mauvais côté, du Déguisés. côté obscur, déguisé. qui achètent en fait Résidence principale. une résidence principale Mais qui est un coup de marchand. qui est un coup de marchand et qui la revendent dans l'année. Ou juste en Ça fait une N+1. Ouais, mais c'est une requalification. Ben, voilà, donc, requalification. il y a eu tellement d'abus d'un côté que finalement, je dirais que l'ensemble des acquéreurs honnêtes, on peut très bien avoir un changement de programme, un changement de vie, c'est-à-dire ben voilà on était bien, mais au bout de 4 ans finalement on part s'installer à Bordeaux, à Marseille ou je ne sais où, ou au Rayol Canadel. Avec plaisir. Voilà. Je fais rien dans la quinzaine. Ben voilà. Et à ce moment-là, hop, on est retoqué et on n'est sûr. plus considéré comme résidence principale. On Et est bon, ça d'accord. c'était une petite parenthèse que je me suis permis d'ouvrir. Et donc, du coup, Il est très fort parce qu'il arrive à se concentrer malgré toute ma batterie de questions non, qui part dans tous les sens. mais il n'y a pas de problème. Et du coup, Et je vous le conseille vraiment, Dan Arfi en courtier immobilier, en courtier de crédit, prêt immobilier, pardon. Ben, on est sorti de la même matrice en fait. C'est-à-dire qu'on travaille pour nos clients Oui. et pas pour notre propre intérêt. Je peux vous dire que j'ai des amis assez proches qui ont bénéficié des conseils de Dan et Dan s'est contenté d'un merci. Alors je ne vous invite pas forcément à faire que des conseils gratuits parce Il y qu'on en a aura quand même pas. des factures Non, à mais il y payer en à un aura moment donné. il se trouve que c'était un cas particulier. Attention, Voilà. disons les choses, c'était un cas particulier sur lequel je ne pouvais pas intervenir. Oui. Mais moi, j'ai un cas bien précis Ah oui, on est dont je d'accord, parle ouais. régulièrement, qui est un acquéreur dans le 17e Ah arrondissement, oui, bien sûr. qui s'était fait Ah ouais. berner par Ah ouais, un courtier qui lui avait dit oui, tout votre dossier est refusé de partout. C'est vrai. Et Dan avait la main et m'avait dit mais non, en fait, le dossier, il n'a pas été refusé, il n'a simplement pas été présenté. Ouais, on est Et d'accord, on bien était sûr. à 3-4 jours de l'acte authentique. De l'acte authentique, ouais, bien sûr. Ben, je peux te dire que ce monsieur-là, qui regarde nos vidéos, Ouais. a installé sa famille. Je vois très bien le boulevard dans le 17e. Ouais, c'était à côté Il de ne Stéphane jure Mallarmé. que par toi. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc non, mais oui, c'est important aussi. mais évidemment, mais il y a Un une peu de notion promotion gratuite Merci dans beaucoup. cette vidéo. Merci beaucoup. Mais pour en revenir là où on s'était arrêté, le rachat de prêt, il faut faire très attention Oui. parce que c'est une usine à promesses. Attention, et je dis toujours aux gens, en première question, est-ce que vous avez vu votre banque? Il faut savoir une statistique, c'est que plus de 90% des rachats de prêt se font dans la même banque. Parce que la banque ne veut pas vous perdre. Maintenant, il faut faire attention aux sirènes de ce qui est promis sur le marché par certains même de mes confrères. Bon, on ne va pas cracher dans la soupe, mais je ne partage pas leur avis là-dessus parce que clairement aujourd'hui, je pense que les particuliers ont surtout besoin
d'un bon accompagnement Oui, et pas forcément de se voir soutirer la trésorerie qu'ils ont, puisqu'aujourd'hui le nerf de la guerre, dans cette période de crise depuis 2 ans, ça demeure la trésorerie mensuelle. ou le reste à vivre, Bon, voilà, le reste à vivre, les deux chacun termes. mettra le terme qu'il veut. Je me permets juste d'enfoncer un clou. Très souvent, on nous demande sur les vidéos, sur les lives que l'on fait sur TikTok. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn. Cette vidéo d'ailleurs sera Facebook et j'en oublie. Très souvent, on me demande est-ce qu'il faut d'abord aller voir son banquier ou est-ce qu'il faut passer par un courtier pour obtenir un prêt immobilier? Alors, réellement, à aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est quelle est la chronologie. La chronologie, en premier, c'est dès qu'on commence à avoir, pardon, dès qu'on commence à avoir on le est en plein projet, direct. quand on commence à avoir un projet, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir une vision unique. Un courtier a cet avantage-là, c'est qu'en fonction de votre profil, il va tout de suite pouvoir vous proposer 2 ou 3 montages. Mais chaque montage ne correspond pas à une banque. Compris. Et pas forcément déjà à la banque du client. En passant par toi, Il a accès à toutes les j'ai banques, accès à plusieurs banques. Alors que voire si je toutes vais les voir, banques. voir toutes les banques. Toutes les banques. Aujourd'hui, clairement, nous les courtiers, la force de notre mandat, c'est qu'on peut représenter le client dans toutes les banques, y compris dans les banques en ligne. Ce qui n'était pas le cas il y a très peu de temps. ça. Bah voilà. Donc aujourd'hui, quand un client vient me voir, je n'ai pas. Alors, attention, c'est pas chez tous les courtiers. On est un club à peu près de 10 courtiers à pouvoir se permettre cette phrase que j'ai prononcée parce que je crois qu'on est un club de 10 courtiers vraiment sur le marché. Tout le reste, il leur manque des conventions. D'accord. Donc il faut comprendre c'est aussi ces plus de 19 ans d'expérience aujourd'hui qui font que on a toutes ces conventions, mais celui qui est arrivé il y a 2 ans, Malheureusement, on n'aura pas ces conventions. je lui souhaite, On lui souhaite, mais bon, je lui souhaite tout le succès de mon confrère, concurrent comme on veut. je ne suis pas surpris. Mais en revanche, il va devoir construire son réseau. Donc il n'aura pas tout de suite. Il faut comprendre que donc, je parle au nom de 10 grosses marques, entre guillemets, enfin je ne parle pas en leur nom, excusez-moi, mais nous sommes un club de 10 noms à peu près, où on travaille vraiment avec tout le marché, y compris des banques en ligne. D'accord. Pourquoi aller voir un courtier en premier? Parce que tout simplement, on ne va pas s'arrêter à un montage qui est peut-être celui de votre banque. On peut vous proposer aussi des alternatives. Dans ces alternatives, ça peut-être que ça correspondra à une situation plus précise, entre guillemets. Ça correspondra peut-être un peu mieux à votre profil, parce que tout le monde n'a pas un profil salarié, sans endettement, machin. Donc voilà, il faut aussi faire partie de ça. Et il faudra aussi définir en fonction de vos segments et vecteurs professionnels. Il y a certaines banques qui aujourd'hui le disent, mais très clairement, nous faisons la chasse aux professions libérales. Et d'autres font la chasse aux salariés. Et d'autres font la chasse à certains types de fonctionnaires. Et ils ont mis en place des outils qui font qu'ils sont très intéressants pour ces vecteurs de profession et ces vecteurs de CSP, donc de catégories socio-professionnelles. Et ça, c'est important. Mais une fois de plus, le banquier n'est absolument pas l'ennemi du particulier. Il répond à des règles et des normes de toute entreprise privée. Il ne faut pas oublier qu'une banque est une entreprise de droit privée et elle fait du commerce avec qui elle a envie. Elle n'a aucune obligation, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une mairie. Et c'est encore moins… Ni un notaire. C'est pas un officier ministériel. C'est pas un officier ministériel. Donc, en fin de compte, la banque, elle fait ce qu'elle veut. Après, évidemment, elle n'aime pas avoir un mauvais avis, comme tout mauvais commerçant, comme tout bon commerçant, plutôt, excusez-moi. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que elle va essayer de répondre au plus grand nombre. Mais tout le monde ne correspond pas. Est-ce que, en fin de compte, tout le monde va chez le boulanger au coin de la rue? Pas forcément, parfois on préfère marcher 10 minutes, mais pas parce que lui, au coin de la rue, il est mauvais. Il n'a pas du bon pain, parce que tout simplement, on a plus d'affinité avec notre palais sur un second fournisseur. Donc on ira peut-être 200 mètres plus loin. C'est exactement ça. Donc dans le cas de rachat ou dans le cas d'acquisition, en premier, c'est voir un courtier. Et si le courtier vous paraît bien, vous vous sentez en confiance, il faut là aussi plutôt lui donner la main, car il aura un levier de négociation à la vue de sa volumétrie qui lui permettra d'avoir de meilleures conditions que vous en direct. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui vient même, alors je prends un exemple évidemment hors sol, Oui, bien sûr. et c'est fait exprès. Pour On bien se fera montrer- critiquer de toute façon parce qu'il y a Je m'en toujours fous. des gens qui critiquent et je pense Voilà. qu'on s'en fout complètement. Complètement. Mais je sais aussi, et je fais exprès de donner un exemple hors sol, quelqu'un qui vient et qui prend un crédit d'1 million d'euros, ce qui est colossal. Alors, peut-être pas en Ile-de-France, peut-être pas À sur Paris, certaines… Bon, voilà. classique. Mais des gens qui viennent et qui prennent 1-2 millions d'euros de crédit, ce qui est colossal, hein.
faut se rendre Bon, compte. on va arrêter de s'excuser. Mais voilà. 1 à 2 millions d'euros. Non, mais moi, je m'excuse pas. Je suis Oui, fier oui. de ce que je fais. Je travaille 12 heures, Exact. 14 heures par jour. Voilà. Donc, j'ai aucun sujet avec ça. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que je vois aussi l'échelon national. Donc, il Oui. faut aussi en être conscient. Évidemment. Mais je m'excuse absolument pas de ce que je fais. Nous, quand on vient, eh ben, on a de meilleures conditions que cette personne. Parce que quand on va venir dans une banque, on aura négocié sur une année, chez certains 100 millions, chez d'autres 200 millions, chez d'autres 80 millions. On sera toujours plus fort que ces 2 millions, même si c'est hors sol, de ces 2 millions d'euros. Il faut le comprendre. Donc déjà, c'est ça. Deuxièmement, je mets en garde tous les particuliers. Aujourd'hui, sur le marché du courtage, les honoraires, c'est devenu n'importe quoi. Ah, ça, c'est un thème aussi intéressant. Bien sûr, et il faut en parler. Aujourd'hui, on voit très souvent des courtiers qui commencent à prendre des honoraires de 3 000 euros, 4 000 euros. Parfois, j'ai entendu plus. Et on vit dans quel monde? Le milieu du courtage. On gagne notre vie. Le gagnons-la honnêtement. Je ne suis sincèrement pas syndicaliste. Je ne me fais porte-parole de personne. En revanche, il faut que les particuliers comprennent qu'en moyenne, un dossier, c'est entre 1 500 pour un accompagnement moyen à 2 000 euros pour un excellent accompagnement. C'est-à-dire un accompagnement sur mesure. D'accord. Donc entre 1 500 et 2 2 000 000 euros. euros, point barre. Hors taxe. Non, c'est du TTC parce qu'il n'y a pas Ok. de TVA. Le courtage n'est pas une activité assujettie à TVA. D'accord. Donc, pour nous, il n'y a pas de. Ça n'existe. Donc, c'est entre 1 500 et 2 000 euros en fonction déjà de l'enseigne. Sur des grosses enseignes dans le club des 10 dont je vous parlais, comme vous avez accès à tout le monde, il est normal ça se paye. Bien sûr. C'est un service, donc c'est 2 000 euros. Maintenant, sur du petit courtier, c'est-à-dire qu'il va travailler avec quelques conventions. Alors en général, le petit courtier ne se dit pas petit courtier parce qu'il sait très bien qu'il n'aura plus de clients. Donc il se gonfle un peu, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre d'un point de vue commerce. Oui, mais je au ne niveau peux pas marketing, l'entendre. oui, bien Je ne sûr. peux pas l'entendre d'un point de vue déontologie. Là, il y a une tromperie, évidemment. Il y a tromperie. Ouais. Mais à ce moment-là, il faut bien comprendre aussi qu'à ce moment-là, le service va valoir à 1 500 euros, c'est honnête. Maintenant, tous les particuliers qui acceptent d'aller payer des 2 500, 3 000, pas de problème. Mais honnêtement, S'ils sont vous contents avec ça, surpayez bien sûr. pour pas forcément un service qui est fantastique. Et donc, ces gens nuisent à notre profession. Appelons un chat un chat. Et je ne suis sincèrement... Voilà, on se connaît assez pour que tu saches que je ne suis pas syndicaliste. Mais en revanche, si c'était le cas, tu ne serais pas là. Mais en revanche, je pense qu'il y a un respect des particuliers, surtout en cette période difficile, où il faut pouvoir aussi leur mettre le pied à l'étrier et leur montrer qu'il y a des gens qui font ce métier avec de certaines convictions. Je ne vous demande pas de venir me voir, mon agenda est assez plein comme ça. En revanche, si vous voulez de la qualité, on sait faire aussi, mais avec de l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui se perd. Je La pense que déontologie, certaines ce sont des personnes mots ne qui se savent perdent. même plus l'écrire. C'est l'inclusif. Mes chiens savent l'écrire. L'éthique, ils écrivent ça d'une certaine façon. Avec Mais, des croquettes. Voilà, c'est ça, avec des croquettes en bout de ligne. Mais non, moi je trouve ça très intéressant. Donc ce qui est à retenir quand même, me semble-t-il. 1. Moi j'ai appris aujourd'hui, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier. Donc, déjà on a déjà travaillé ensemble, mais je n'avais jamais Oui. posé la question. C'est vrai. Je ne savais pas que les banquiers ne travaillaient que à 0,2, 0,3, 0,15. Ça dépend. Je ne Ça savais dépend, pas. mais c'est une moyenne. Moi, je C'est pensais une qu'ils moyenne. gagnaient beaucoup plus Non, d'argent pas à du 4%. Ce que je Pas du comprends tout. aujourd'hui, c'est qu'ils vont vraisemblablement gagner beaucoup plus d'argent s'il y a plein de monde qui prend des prêts. Oui. Alors oui et non, là C'est- encore, c'est- là encore une fois, parce non. que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, comme tout commerçant, plus vous avez de clients, plus vous gagnez de l'argent. En revanche, aujourd'hui, les banques ont énormément accès. Alors je sais que ça peut paraître un peu utopique ce que je vais dire à des particuliers qui ont un avis sur les banques qui est quand même assez bien tranché. En revanche, on le remarque, mais moi je le vis de l'intérieur en n'étant pas banquier, ne travaillant pas pour eux, je le redis une nouvelle fois, je travaille avec des particuliers auprès des banques, c'est la notion d'équilibre. Oui. Donc je ne défends pas, mais je n'accuse pas non plus. Les banques ont vraiment accès et elles font des très fortes restructurations à l'unanimité, c'est important de le dire, sur la qualité de la relation client. Ce qu'ils appellent D'accord. aujourd'hui dans les termes modernes l'expérience client. Elle est vraiment au centre des préoccupations des banques. Et les banques aujourd'hui ont vraiment à cœur de bien s'occuper. Il faut leur laisser un peu de temps pour effectuer ces changements. Il y a de nouvelles têtes qui arrivent en banque, il y a toute une génération qui arrive en banque, qui a besoin d'être formée, qui a besoin Oui. d'être un peu aguerrie, affûtée, qui a besoin aussi d'apprendre la relation client, mais pas une fois de plus simple, parce qu'un banquier, attention, et je ne le défends pas une fois de plus, mais un banquier c'est quelqu'un qui a 70 produits à vendre. Ça va de l'assurance vie au compte bancaire, à la carte bleue, à la mutuelle pour La certains, carte au SIM. portable. Ouais, voilà, exactement, la carte SIM pour d'autres. Bon, mais encore, bon voilà. Mais aujourd'hui, il y a, soyons très clairs,
il est difficile de savoir vendre 70 produits. Il leur faut le temps de se former. Alors, aux 70 produits, c'est quasiment impossible. Mais au moins, qu'ils se spécialisent. Alors je que moi, dirais je quand me même connais. que toi, ça Ouais. fait 20 ans Ouais. que tu as la même notion de service, Oui. la même tête, Ouais. le même relationnel, Oui. alors que moi, les banquiers que je côtoie professionnellement et de façon professionnelle, entre guillemets, et même perso, tous les 3 ans, ils changent. Alors oui, Donc mais comment c'est est-ce une que norme. tu fais? Oui, je comprends. Mais comment veux-tu avoir un lien de confiance qui va s'établir dans le temps? Tu ne peux l'avoir qu'avec un courtier comme Alors, toi, oui. alors que le banquier, lui, dans 3 ans, il est parti, il va à Bordeaux, il va à Marseille, On il va. est d'accord. Moi, je pense que la relation. C'est pour ça que c'est très important et je me permets vraiment d'insister là-dessus. C'est que je pense vraiment que si tu veux avoir un bon conseil en prêt immobilier, va Oui, voir oui. ton courtier Alors, et pas ton banquier. C'est très important ce que tu dis. Mais là-dessus, il faut faire un point. Je vais revenir là-dessus. Le banquier en agence change tous les 2-3 ans. Quand il dure 2-3 ans. Oui. Parce que parfois c'est avant. Mais ça c'est normal, c'est dû à des normes internes qui font qu'ils ne veulent pas créer un lien trop fort entre le... Mais c'est normal, après, et parce que l'expérience nous l'a montré, des abus ont été. Des abus ont été faits, c'est connu, c'est de notoriété publique. Donc bon voilà, après, les banques ont été très intelligentes de réorganiser cela et de changer les conseillers tous les 2-3 ans. L'avantage du courtier, c'est que moi, en effet, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Ça fait 20 ans que j'ai des relations avec des clients que j'ai financés 5-6 fois, je crois, pour certains. Parce que voilà, les projets de vie, la vie, célibataires, ils se sont mariés, ils ont divorcé, ils se sont remariés, il y a déjà 4 transactions. Voilà. Mais derrière cela, moi, mes interlocuteurs changent aussi, parfois tous les 2-3 ans. Et ben, mon métier depuis 20 ans, une partie de mon métier depuis 20 ans, c'est de toujours créer un lien avec cet interlocuteur que je vais avoir. Sachant que nous, les courtiers, on travaille très peu avec les agences en direct. Nous travaillons avec des pôles qui nous sont dédiés et dont les gens ne font que du prêt immobilier. Là aussi, c'est un plus de notre expertise. Et eux ne changent pas? Eux, ils changent moins. Ils changent tous les 5 ans à peu près. Mais même s'ils ont une mutation en interne, la personne qui vient et qui prend la place, elle est très compétente en vrai. Bien sûr. Parce que, et c'est là aussi où on apporte un plus aux particuliers, ce plus que nous apportons aux particuliers, il est le suivant. Moi, mon rôle, c'est de tisser des liens avec les banquiers sur le long terme, avec des gens qui ne font que du prêt immobilier. Donc, il n'y aura pas ou une marge d'erreur qui est quasiment infime. Donc, on profite d'un service, d'une réactivité, mais plus que ça, on profite d'une continuité. C'est périn, c'est serein. On s'assoit. Alors oui, on paye un service. Mais il y a bien une phrase qui dit la chose suivante. Mieux vaut payer un professionnel qui coûte un peu, ça vous coûtera beaucoup moins cher que de payer un incompétent. C'est clair. Et ben voilà. Mais écoute, moi je pense qu'on peut finir là-dessus. Il n'y a aucun lien entre compétent et incompétence avec l'actualité que nous sommes en train de vivre. Nous n'avons plus de gouvernement. Est-ce que, d'après toi, ça peut avoir une influence sur les taux de crédit, le fait de ne plus avoir de gouvernement, plus personne aux commandes? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Aujourd'hui, ils ont tous été éjectés. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'argent, c'est pas le gouvernement qui nous le fournit, c'est la Banque Non, centrale. c'est clair. Et la Banque centrale, elle a 27 membres à gérer. Elle n'a pas que la France. On fait partie d'un des élèves de la classe. La Banque centrale européenne, Oui. la BCE. La BCE. On est un des élèves de la classe. Alors oui, on est un élève comme l'Allemagne qui avons été moteurs de cette classe. On était un peu les délégués de classe, si je puis me permettre. Mais on n'est pas les seuls enfants. Pour qu'une classe elle fonctionne, il faut un collectif. Et un collectif fort, c'est un collectif où tous les élèves participent. Aujourd'hui, la France n'est qu'un de ses élèves. Elle n'est pas plus que l'un de ses élèves. Le très bon signal qui a été donné justement pour relancer l'activité. Et les banques, vraiment je le dis, se tiennent aux côtés des particuliers et pas du gouvernement. C'est important de le dire. Elles ont baissé leur taux. Ce mois-ci, en décembre, elles ont encore baissé leur taux de 0,10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un particulier qui achète, il n'a, que ce soit un investissement résidence principale, secondaire ou investissement locatif, il n'a pas à se poser de questions. La banque est à ses côtés. D'accord. Parce que les taux ont encore baissé. On verra, peut-être qu'en janvier, février. Mais attention, un gouvernement qui tombe, on en a vu plein. Oui. Quand en 86, Chirac est nommé Premier ministre et puis après il est débarqué, la France elle continue de tourner. Quand en 2007, il y a un Premier ministre qui est Fillon et après il y en a un autre, ça continue. Quand Hollande arrive, ça continue. La France elle continue. Ouais. Ça Un continue, bon ça indice, continue, ça la continue, bourse, ça continue. malgré tous les oiseaux de mauvais augure de presse
c'est une catastrophe, attention, toutes les menaces. La baisse n'a pas baissé, la bourse n'a pas baissé. Je connais assez mal le marché boursier. Non, mais il J'en suffit suis d'aller pas un regarder, expert. ça n'a pas bougé. Alors, sûrement. Alors, je suis comme tout le monde, je lis et je m'informe sur le marché boursier, mais je ne suis pas un analyste du marché. C'est-à-dire, je ne peux pas dire parce que ça dépend, c'est un ensemble de valeurs. Donc, On est d'accord, voilà. mais on Mais ne sur voit une pas entreprise au globale, journal. voilà. Il n'y a plus de gouvernement, la baisse, Bon, c'était hier, la le bourse. marché a ouvert ce matin. Oui, mais c'est rapide. Hein. Oui, mais enfin, est-ce que j'ai pas les chiffres de ce matin? Il se peut qu'il y ait eu une chute même. Bon, si vous avez les chiffres de ce matin, allez consulter. Vous voilà. verrez. Mais bon, Je alors- pense pas me tromper. Je pense que la Ah non, bourse. moi c'est parce que je ne connais pas. Mais non, mais moi non plus, j'y voilà, connais rien. je connais Mais pas. j'ai un avis sur tout. C'est typiquement français, ça. Bon, bah écoute, merci Avec plaisir. pour ce café. Avec plaisir. On va remercier la Rotonde, La Rotonde qui est de à la la Muette, Muette. de nous avoir Voilà, accueillis ce exactement. matin. Merci. Enfin, accueillis, ils ne sont pas au courant, mais on peut leur dire merci quand même. Et écoutez, abonnez-vous. Vous pouvez suivre Dan Arfi Via LinkedIn, c'est le via plus simple. LinkedIn. Via C'est ce qu'il y a de LinkedIn, de- Dan, de plus D-A-N, simple. mon prénom. Dan, D-A-N, mon prénom. Arfi, H-2-A-R-F-I sur LinkedIn. Vous avez mes coordonnées qui sont dessus. Toujours la même chose, vous savez, de la bienveillance, mon métier c'est de vous faire gagner de l'argent, mais avant tout, c'est surtout vous apporter un éclairage. Je ne suis pas là en tant que commerçant pour vous dire venez chez moi, passez ma porte. Franchement, je ne vais pas dire que le business se porte si bien que ça, c'est pas vrai, je suis comme tout le monde, j'ai été impacté par la crise et comme tout le monde. En revanche, je fais du qualitatif et il y a un mot que j'aime pas trop mais qui est bienveillance. Mais en fin de compte, il porte son sens parce que je trouve qu'aujourd'hui, il a été galvaudé, il a été mis à tous les noms, à tous les sens, il a perdu de sa valeur. Alors je vais le réutiliser parce que masse d'entre vous le connaissent, l'utilisent dans tous les termes. En revanche, il y a une éthique et je ne déroge pas de cette éthique. C'est le terme que j'allais te Voilà. mettre sur toi, Et c'est déontologie. l'éthique. Voilà. Éthique, déontologie et on ne déroge pas à ça. Et ben voilà. Donc, Merci de m'avoir invité. Dan Arfi, LinkedIn, Ouais. Philippe Jean-Louis, les réseaux sociaux, il y a même YouTube et je mettrai cette vidéo sur YouTube Bah, merci. si on arrive à faire un montage cohérent puisque c'est un nouveau logiciel que j'utilise. Ou sinon on en Dan, refait un. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Ciao.